Fangi bondit par-dessus les débris flottants, enveloppé d'une nouvelle aura rouge sombre. Il se sentait prisonnier d'un labyrinthe sans fin. Frustré de ne trouver aucun moyen de retourner à la réalité, il jeta un coup d'œil à son ombre, qui n'était autre que l'armure démoniaque du dieu antique, désormais neutralisée. Il lui demanda si elle aussi cherchait une issue. Le système demeura complètement inerte, sans émettre le moindre signal, comme auparavant. Fangi se demanda si la tentative de faire sortir l'armure de ce mystérieux domaine avait déclenché une sorte d'effet papillon, ou si une force invisible les retenait prisonniers. Soudain, son aura sombre réagit. Interrogé par Fangi, la silhouette ténébreuse secoua la tête pour se disculper. Il demanda alors pourquoi l'entité ne parlait plus, surtout après avoir utilisé une voix humaine pour l'attirer dans les ténèbres. L'ombre trembla nerveusement, apparemment incapable de répondre. Avec un soupir, Fangi abandonna le sujet, décidant que leur priorité absolue était de trouver une issue. Soudain, son œil rougeoyant se plissa, il perçut enfin un faible lien avec l'extérieur. De retour dans le monde réel, un immense rayon d'énergie bleue déchira le ciel orageux et frappa la ville de Taichi tandis qu'un mystérieux trône descendait. Tandis que les piétons fuyaient sous la pluie battante, Lin-Yi se précipita vers la zone d'impact. Elle savait que l'apparition d'un trône alors que sa cousine était portée disparue plongerait la ville dans le chaos. Aussi, courageusement, elle décida d'enquêter elle-même. Courant dans les rues détrempées, son instinct aigu la mit en garde contre une embuscade. Un homme sinistre, un couteau à la main, surgit devant elle et, avec un sourire narquois, l'appela d'un ton assuré, « Mademoiselle Lin ». Surprise, elle se mit en position de défense et exigea de savoir qui il était. D'autres hommes armés surgirent de l'averse et lui barrèrent rapidement la route. Lin-Yi se moqua d'eux, les traitant d'insensés d'avoir erré imprudemment dans la ville de Taichi en plein chaos. Elle exigea de savoir ce qu'il voulait. Sans attendre de réponse, elle déchaîna une puissante onde de choc d'énergie spirituelle verte, repoussant violemment les assaillants qui tentaient de l'approcher. D'un mouvement fluide, elle transforma son énergie en épaisses lianes qui s'enroulèrent étroitement autour de l'un des malfrats. Elle enchaîna avec un coup de pied féroce à la poitrine, exigeant des explications de l'homme hébété. L'homme s'écrasa lourdement sur le trottoir mouillé. Voyant l'échec de leur première attaque, un autre malfrat siffla pour appeler des renforts. En un instant, la zone fut envahie par une multitude d'ennemis. Des bandits armés de diverses armes surgirent de l'ombre, des ruelles et des toits, l'encerclant complètement. Le chef de l'embuscade, un homme coiffé d'un bandana rouge, pointa avec arrogance son imposante épée vers elle. Il ricana, la traitant de gamine profitant de la renommée du seller, et ordonna à ses hommes de l'attaquer tous ensemble. Les yeux brillants d'une énergie verte, Lin-Yi les foudroya du regard et leur demanda s'ils la sous-estimaient. Elle déclara que c'était l'occasion idéale de mettre à l'épreuve son récent entraînement au combat multi-cible. Déployant toute sa puissance, elle projeta une volée de lianes vertes acérées comme des fouets. Elles frappèrent et attrapèrent plusieurs assaillants en plein vol tandis qu'elle combattait au corps à corps, repoussant d'un coup de pied quiconque parvenait à s'approcher. Elle dirigea les lianes pour resserrer leur emprise sur les ennemis capturés. Le vieux voyou se débattait, impuissant, et jurait en réalisant que son attribut unique de bois pouvait activement supprimer leur énergie spirituelle. Prenant le contrôle total du combat, Lin-Y regroupa les voyous ligotés. D'un puissant mouvement de ses lianes, elle projeta le groupe d'ennemis dans les airs et leur ordonna férocement de déguerpir. Soudain, un projectile acéré d'énergie violet foncé jaillit de la pluie, droit sur elle. Elle reconnut la menace avec alarme. C'était une capacité de feu imprégnée d'un attribut sombre et corrosif. Si le feu normal ne pouvait pas facilement brûler ces lianes robustes, cette flamme sombre était incroyablement dangereuse. Elle tenta d'esquiver, mais l'énergie sombre la frôla, lui entaillant le bras. Elle halta tandis que le sang jaillissait de la plaie fraîche. La voyant blessée, le chef au bandana et le reste des voyous se jetèrent sur elle de toutes parts pour l'achever. Juste avant que leur lame ne la touche, Lin-Yi invoqua une barrière verte lumineuse autour d'elle. L'intense explosion d'énergie repoussa violemment tous les assaillants, les projetant en arrière. Elle les railla, ces 9 hommes adultes incapables de vaincre une simple étudiante. Le chef, stabilisé sur le trottoir mouillé, affichait une lueur scrutatrice. Voyant que le sauveteur n'était toujours pas arrivé pour la secourir d'une situation périlleuse, il en conclut avec assurance que Feng-Yi avait bel et bien quitté la ville. Son objectif atteint, il ordonna à ses hommes de battre en retraite. Les bandits s'élancèrent dans la tempête et disparurent en un instant. Seule et désemparée, Lin-Yi halta, réalisant trop tard qu'elle était tombée dans un piège. Frustrée, elle frappa du poing un mur.
Sa défense désespérée avait involontairement confirmé l'absence de sa cousine à leurs ennemis cachés. Maudissant sa propre naïveté, elle savait qu'il serait parfaitement préparé la prochaine fois et comprit qu'il lui fallait un plan de toute urgence. Ses pensées frénétiques furent interrompues par un immense pilier de lumière dorée qui perça les nuages d'orage et frappa la ville au loin. Comprenant la signification de cette lumière, ses yeux s'écarquillèrent de détermination. Elle sortit son téléphone et appela d'urgence le capitaine Su. Posté en faction sous la pluie dans la zone barricadée autour du nouveau trône, Su Xing parla à Lin Yi au téléphone. Elle lui demanda si elle avait été prise en embuscade. Yi confirma qu'elle les avait repoussés, mais prévint que ce n'était que temporaire, car tous convoitaient en réalité le trône. Yi expliqua solennellement que leurs ennemis étaient désormais convaincus que la cité de Taichi était totalement sans défense sans le Ceylan. Prenant conscience du poids terrifiant de ces paroles, Sut Shinji écouta, stupéfaite et silencieuse. Le regard fixé sur les bois interdits, elle entendit Yi faire une déclaration audacieuse. La jeune pionnière annonça qu'elle allait s'approcher de l'artefact et le contraindre à la reconnaître comme sa nouvelle maîtresse. Arrivée sur le site interdit, Yi affirma avec fermeté qu'elle n'avait d'autre choix pour protéger la cité. Su Xing la serra aussitôt dans ses bras sous la pluie battante, la réprimandant pour son imprudence. Elle l'avertit que ce nouvel artefact possédait un attribut métallique, ce qui signifiait que son énergie était 100 fois plus tranchante et mortelle que n'importe quelle anomalie rencontrée jusqu'alors. Elle rappela à Yi que son attribut de bois ne lui offrait aucune protection contre le métal, ce qui revenait pratiquement à une condamnation à mort. Craignant pour la vie de son ami, elle supplia Yi en larmes de ne pas se sacrifier dans une mission suicide. Leur moment d'émotion fut brutalement interrompu par l'arrivée précipitée d'un garde paniqué, porteur de nouvelles alarmantes. De nombreux groupes clandestins et factions neutres approchaient rapidement de la zone. Pire encore, même des pionniers enregistrés affluaient vers la cité de Taichi. Dans l'ombre de la ville, une immense horde de pionniers renégats et de mutants se rassemblait. Enhardis par les rumeurs de la mort du Seller, ils rejetaient l'autorité de l'armée et de l'association spirituelle. Considérant la situation comme une mêlée générale impitoyable, la foule avide se prépara à prendre d'assaut la zone interdite, croyant aveuglément que quiconque s'emparerait du trône deviendrait le nouveau souverain absolu de la nation de Zeya.